Tiens, on va commencer avec vous, Clara, puisque vous avez donc une très large expertise en matière d'application mobile. Vous avez d'ailleurs préparé un document visuel particulièrement explicite. On y viendra quand vous le souhaitez. On est vraiment aujourd'hui dans une nouvelle période où on utilise l'intelligence artificielle en matière de santé mentale. Alors, À par droite et à rapport à gauche. des questions d'application en santé mentale, c'est vrai que ça peut paraître être un grand fourre-tout. En fait, j'ai expertise, c'est un bien grand mot. Il y a des centaines de milliers d'applications en santé mentale, donc ça va être difficile en 5 minutes de vous faire une présentation exhaustive. Mais globalement, on peut faire émerger plusieurs catégories qui sont Vous avez assez bien tout votre temps. Hein, qui sont assez bien, merci, c'est gentil. on est vraiment large. Hein, Qui sont assez voilà. bien établis dans la littérature scientifique et dans une perspective de rétablissement. Vous voyez au tableau sur des différents auteurs en fait, qui ont contribué à montrer la pertinence de ces applications sur la qualité de vie. Sur l'empowerment, donc la capacité à pouvoir être acteur de sa santé, tel que le définit l'OMS depuis 2010. Et on a plusieurs applications mobiles. Alors beaucoup sont aux États-Unis, puisque c'est un marché où le marché de la santé mentale est très différent de celui de la France, dans la mesure où c'est quasiment un produit en tant que tel. Et donc aux États-Unis, on a des apps thérapeutiques, on en a en France aussi, que ce soit pour la dépression, pour les troubles du comportement alimentaire, pour arrêter de fumer, pour arrêter sa consommation d'alcool. On a beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et puis en Europe, on a des applications qui émergent à la fois des laboratoires de recherche et puis aussi des laboratoires pharmaceutiques. Vous en avez quelques-uns qui sont Mental App, Blue Buddy qui est spécialisé, qui vient de Sainte-Anne, qui est spécialisé pour les troubles du comportement alimentaire, Gaia et Monsenso qui sont plutôt en Europe et pas spécialement en France. Et donc on a les apps thérapeutiques, on a aussi les chatbots qui sont des agents conversationnels animés, c'est-à-dire des petites intelligences artificielles, c'est un bien grand mot, souvent des algorithmes plutôt derrière, qui vous permettent de converser directement avec elles sur Messenger ou sous tout autre titre de support, notamment des applications. Donc il y a Bones qui est en Angleterre et puis Oli que nous avons co-créé avec 3 personnes, je pense que j'en parlerai tout à l'heure. Et on a aussi des applications qui s'occupent spécifiquement un peu plus du suivi du symptôme. Comment va mon humeur? Est-ce que je peux faire, au lieu de faire un graphique de mon humeur, comme on le fait quand on est en hospitalier, le journal de l'humeur, qui est un petit peu fastidieux quand même, il faut le dire, eh bien, on peut le faire par le biais d'une application. En Suisse, nos collègues ont créé Emoteo, qui est pas mal sur le sujet, sur la gestion des symptômes émotionnels. Et puis, comme toujours, on en a beaucoup en Asie et aux États-Unis. Et puis on a aussi dans les applications, dans ce grand marché des applications, on a la thérapie par SMS. Alors c'est quoi la thérapie par SMS? C'est simplement des praticiens de santé qu'on peut joindre par SMS. En France, on en a 2 qui se partagent le marché, qui donc on paye un abonnement d'une 30aine ou 40aine d'euros et on a accès à un praticien aux alentours de 3 à 4 fois par semaine. On peut, je dis des bêtises, 3 à 4 fois par jour, on peut lui écrire un message et il répond. Effectivement, c'est un marché en plein développement. Je me suis rendu compte en cherchant à partir de ce document où se trouvent les producteurs, notamment européens, qu'effectivement ça bouge. Ça bouge au Danemark. Il y a des applis parmi celles-ci, voilà, danoises, espagnoles, allemandes et bon, françaises, hein, comme on peut le voir. Et donc il y a un véritable élan avec des spécificités et des services rendus qui sont différents. Et donc les choses évoluent et bon, clairement, voilà. Et alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que on va revenir sur Oli, mais clairement, on est dans une logique où on essaye d'être quand même centré sur l'individu.
Oui, exactement. Hein. Oui. Après, c'est difficile de parler pour tous mes collègues qui Ouais. construisent des applications. Mais, Et en ce sens, ça se rapproche. Enfin, on est assez fondé sur ce qu'on appelle la thérapie ACT. C'est ça? La thérapie ACT, bon, en fait, toutes ces applications ont des référentiels qui sont différents selon Ouais. les applications. Si je reviens précédemment. Alors, j'aurais voulu revenir précédemment. Il y a différentes applications qui sont souvent comme type de thérapie de fondement les thérapies comportementales et cognitives. C'est le cas d'un certain nombre, comme par exemple Moodpath, Think Later qui est aux États-Unis, Mood Notes, etc. Après, moi, ça me tient très à cœur de développer des choses qui sont plus dans une perspective centrée sur la personne. C'est aussi mon identité en tant que thérapeute, futur thérapeute, puisque je termine mes études tranquillement. Et dans cette perspective-là, je pense que les patients, vous, moi, nous tous dans cette salle aujourd'hui, on est avant tout des êtres humains et qui avons tous une volonté d'éprouver du plaisir, de nous relier à des valeurs qui nous sont chères. On a chacun notre définition de ce qui a du sens pour nous dans notre vie. Et dans cette perspective-là, les symptômes et le suivi des symptômes prend une place un petit peu différente dans la mesure où la thérapie ACT, donc certains disent ACT, d'autres disent ACT, qui est donc la thérapie d'acceptation et d'engagement, vise à dire que finalement, c'est pas tant les symptômes en tant que tels qui créent la pathologie, c'est le rapport qu'on entretient avec des situations qu'on va se mettre à fuir ou éviter parce qu'elles vont susciter des expériences intérieures, des émotions, des vécus, des souvenirs qui vont nous être désagréables. Et c'est par exemple quand vous vous ennuyez dans une conférence et que vous commencez à utiliser votre smartphone parce que c'est compliqué de se connecter à son ennui. Donc je comprends tout à fait. Et voilà, et ben, ça peut prendre des proportions un peu plus amples, on va dire, pour des patients. Et c'est ça qui peut créer de la pathologie en soi. Et alors, on peut exercer son métier de thérapeute en cabinet et puis on peut aussi l'exercer dans ce qu'il comprend comme tout un tas de spectres, à savoir notamment la créativité. Et pour moi, la créativité, ça vise de mettre à disposition ces nouveaux types de thérapies à un certain nombre de personnes. Et donc, c'est un peu dans cette optique-là qui, pour moi, a du sens, puisque elle est vraiment centrée sur la personne que j'ai eu l'idée de co-créer au lit avec les personnes qui m'accompagnent. Merci.